Quelque chose d'étrange vit dans l'Himalaya depuis des siècles, et les habitants de la région ne l'ont jamais considéré comme un mythe. Ils savent que c'est réel. Ils savent qu'il marche sur deux jambes, comme un homme, mais il est bien plus grand. Ils savent qu'il est couvert de poils, qu'il existe en trois tailles et personnalités différentes, et ils ont les preuves physiques pour le prouver. Permettez-moi d'exposer mon point de vue avant de commencer. Je suis Robert et si vous suivez mes vidéos, vous connaissez sans doute mon histoire. Septembre 2024 sur l'île de Vancouver. J'étais seul, hors des sentiers battus, quand j'ai vu quelque chose d'énorme qui ne correspondait à aucun animal connu. Bon les gars, je m'en vais d'ici. Je suis revenu de cette expérience en croyant avoir rencontré un grand singe encore inconnu. Un animal biologique, rien de plus. Quelque chose qui avait échappé à la zoologie moderne. C'était l'explication rassurante avec laquelle je pouvais vivre. Mais plus je creusais, plus quelque chose continuait à me tracasser. Parce que les preuves, les vraies preuves qui précèdent les pièges photos et les forums internet, ne correspondent pas vraiment à cette explication toute simple. Et nulle part cette tension n'est plus évidente que dans l'Himalaya. Les habitants du Népal, du Tibet et du Bhoutan qui vivent dans ces montagnes depuis des siècles ne disent pas seulement que le Yéti est réel. Ils disent qu'il existe dans deux mondes à la fois, le monde physique et le monde spirituel. De chair et d'autres choses. Pendant longtemps, j'ai considéré ce genre de choses comme du folklore ou de la mythologie. En gros, des absurdités. Ce que disaient les gens avant la modernité quand ils ne pouvaient expliquer l'inconnu. Eh bien, pour faire court, je n'écarte plus ça d'emblée. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Mais avant de parler des preuves physiques du Yéti, parlons un instant de cette séquence vidéo. L'affirmation, c'est qu'un parapentiste anonyme aurait filmé cet être avec une sorte de GoPro, alors qu'il survolait les sommets de l'Himalaya. C'est plutôt étrange et intriguant. Évidemment, il est difficile aujourd'hui d'accorder beaucoup de crédit à une vidéo avec l'IA et les images de synthèse, et le fait que celles-ci proviennent d'une source inconnue n'arrange rien. Mais pour ce que ça vaut, ce clip en particulier a été analysé, et apparemment, il ne présente aucun des signes caractéristiques d'une vidéo générée par l'IA. Faites de cette information ce que vous voulez. Mais passons à des affirmations et des preuves plus substantielles. Nous allons examiner pourquoi il existe des preuves physiques, mais aussi pourquoi ces preuves physiques seules ne suffisent peut-être pas à expliquer ce que ces personnes voient et décrivent depuis 1000 ans ou plus. Restez avec moi, ça en vaut la peine. Première partie. Les empreintes que personne ne peut expliquer. Je suis absolument déconcerté par l'abominable homme des neiges, qu'on appelle aussi le Yéti ou le Susquehanna, parce qu'on a trouvé des empreintes vraiment, vraiment convaincantes. Qu'est-ce qui les a faites ? Je parle surtout de l'abominable homme des neiges, dont on a trouvé des traces à 5500 et 5800 mètres d'altitude. Personne ne va à 5800 mètres juste pour plaisanter, encore moins pieds nus. Certainement pas leur propre pas. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a là un problème qui reste sans réponse. Waouh, donc il y en a probablement un. Tu penses qu'il pourrait vraiment y en avoir un ? Oh, c'est excitant. Le 8 novembre 1951, Eric Shipton et le docteur Michael Ward sont sur le glacier Menlung, quelque part entre 5800 et 5950 mètres d'altitude. Ils participent à une expédition de reconnaissance britannique pour trouver un itinéraire praticable vers le mont Everest, en vue de l'ascension prévue 2 ans plus tard. Eric Shipton est l'un des alpinistes les plus respectés de son époque. Il a déjà dirigé 5 expéditions précédentes sur l'Everest, et ce n'est pas la première fois qu'il vient dans ces montagnes. Il sait ce qui a sa place ici, et il est sûr de lui. Mais ce qu'il a aperçu en regardant le sol, eh bien, cela allait sérieusement ébranler cette confiance. Ce que Shipton a photographié cet après-midi-là n'a jamais été expliqué de façon concluante. Ni par des ours sous la neige fondante, ni par aucun animal connu vivant dans l'Himalaya. Parlons d'abord de l'argument de la déformation due à la fonte, car vous allez l'entendre tout le temps lorsque vous discuterez de ces empreintes. Selon cette théorie, l'empreinte de n'importe quel animal, qu'il s'agisse d'un ours, d'une panthère des neiges ou même d'un humain, peut s'élargir considérablement au soleil, au point
qu'une petite empreinte finit par paraître énorme avec le temps. C'est vrai, cela arrive effectivement. Je le sais parce que je vis dans les bois dans le nord de l'Ontario, au Canada, et je vois énormément de traces d'animaux dans la neige, presque tous les jours. Elles grandissent quand la température augmente. Mais voici ce que les critiques qui disent cela à propos des empreintes de Shipton ne mentionnent jamais. Les conditions de surface sur le glacier Menlung ce jour-là. Edward Cronin, qui a beaucoup écrit sur les empreintes, a noté qu'elles avaient été faites dans une fine couche de neige cristalline, posée sur de la glace ferme et dure. Ce n'est pas un champ de neige ramolli par le soleil, c'est une surface où une déformation importante due à la fonte ne se produit tout simplement pas. Les photographies sont, selon ces mots, je cite, exceptionnellement claires et nettes, ce qui signifie qu'elles ont été prises dans des conditions permettant une comparaison détaillée. Tom Bordillon, un autre membre de l'expédition qui a vu les traces lui-même, a écrit une lettre à ce sujet par la suite. Il a décrit les avoir suivis sur près d'1 mile et a conclu, et je paraphrase ici, que quoi que ce soit qui les ait faites, ce n'était rien. Il a reconnu que ce n'était pas un animal himalayen connu et que, quoi que ce soit, c'était grand. Très grand. Le musée d'histoire naturelle de Londres a même fait marcher un ours de l'Himalaya sur du sable pour comparer le résultat avec la photographie de Shipton. La conclusion ? Ça ne correspondait pas, même pas de près. Les sceptiques avancent que les empreintes pourraient venir de singes langurs, mais Shipton a répondu à cette hypothèse. La plus grande empreinte de pied de langur mesure environ 20 cm. L'empreinte de Shipton mesure environ 33 cm de long. Et à 5800 mètres d'altitude, il n'y a aucune source de nourriture pour un primate herbivore. Ce qui rend toute cette histoire très étrange. Les primates connus ne vivent tout simplement pas là-haut. Eh bien, mince, j'ai un peu l'impression d'être dans l'Himalaya en ce moment, ici dans le nord de l'Ontario, au Canada. Ça y ressemble encore, avec sans doute plus d'arbres. Bref, je voulais juste vous demander si vous appréciez ce contenu jusqu'à présent. J'espère vraiment que oui, je mets énormément de temps et d'efforts dans ces vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, cela compterait beaucoup pour moi et l'équipe de la cabane dans les bois si vous le faisiez. Merci. Maintenant, parlons de la théorie du canular. Parce que, bien sûr, certaines personnes ont accusé Shipton d'avoir tout mis en scène, d'avoir fabriqué lui-même les empreintes. Mais à ce moment-là, Shipton était l'une des figures les plus décorées de l'alpinisme britannique. Il avait passé des années à se forger une réputation d'observateur rigoureux et minutieux. Ce n'était pas du genre à faire du sensationnalisme pour la presse à scandale. Bien au contraire. L'expédition qu'il dirigeait allait poser les bases de la première ascension réussie de l'Everest, la réalisation la plus importante de l'alpinisme du XXe siècle. Pourquoi aurait-il risqué tout cela pour un canular d'empreintes à 5800 mètres d'altitude sans matériel pour faire des moulages d'ailleurs, et avec plusieurs témoins crédibles corroborant son histoire? Les a-t-il tous soudoyés? L'expédition cherchait des itinéraires pour l'Everest. Il ne cherchait pas de Yétis. Encore une fois, ils n'avaient ni plâtre ni matériel de moulage. Ils ont utilisé un piolet comme repère d'échelle parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Le docteur Jeff Meldrum, professeur d'anatomie et d'anthropologie à l'université d'État de l'Idaho, qui a consacré sa carrière à l'étude de la morphologie des empreintes de pas, et que j'ai eu le grand honneur de connaître avant son décès. Eh bien, il a examiné une reconstitution de l'empreinte de Shipton en 2008. Il a noté que l'alignement des orteils correspondait beaucoup plus à celui des grands singes connus qu'à l'alignement des orteils de toute espèce himalayenne connue, et que l'empreinte sur la photographie montrait des caractéristiques qui seraient extrêmement difficiles à falsifier en altitude de manière convaincante. Quand on regarde tous les détails dont il aurait eu connaissance, les conditions et les matériaux rendaient pratiquement impossible de réussir un canular aussi convaincant. Mais cela dit, je ne prétends certainement pas que l'être qui a laissé ces empreintes n'était rien de plus qu'un primate inconnu. Continuez à regarder et vous verrez pourquoi. Mais pour l'instant, le fait est qu'il n'y a tout simplement pas de bonne explication à la présence des empreintes de Shipton. Ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. Mais ce qui est vraiment troublant dans la découverte de Shipton, ce n'est pas seulement la taille des traces. C'est la prise de conscience que quelque chose se déplaçait dans cet environnement, totalement inaperçu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'attraper. Et cette idée n'est pas aussi éloignée de votre vie qu'elle en a l'air. Je suis fasciné par les empreintes laissées sur des glaciers isolés. Mais franchement, je suis bien plus préoccupé par les traces numériques que nous laissons tous sur Internet chaque jour. Parce que dans le monde moderne,
Votre ombre est récoltée avant même que vous sachiez qu'elle existe. Laissez-moi vous raconter une petite histoire plutôt effrayante. Il y a quelques années, mon père s'est fait voler son identité. Quelqu'un a mis la main sur ses informations personnelles et financières en ligne et s'est mis à dépenser de l'argent à tout va. Des meubles, des vacances coûteuses, tout apparaissait sur son relevé de carte bancaire. Et c'est lui qui s'est retrouvé à tout arrêter, à appeler chaque commerçant, à essayer de les convaincre que les opérations n'étaient pas légitimes. Ça a pris des mois à régler, et la banque n'a pas été d'une grande aide non plus. C'était vraiment le bazar. C'est la partie à laquelle les gens ne pensent généralement pas. Ça ne commence pas par quelqu'un qui pirate directement votre compte bancaire, du moins pas en général. Ça commence avec vos informations qui traînent quelque part, stockées dans des bases de données dont vous n'avez jamais entendu parler, achetées et revendues par des gens que vous ne rencontrerez jamais. On aime penser que c'est nous qui observons, mais en réalité, il existe des industries entières qui vivent du pistage discret de vos activités en arrière-plan. Chaque fois que vous vous inscrivez à quelque chose, que vous cherchez quelque chose, même simplement en existant en ligne sous une forme ou une autre, des courtiers en données collectent vos informations. Votre nom, votre adresse, vos informations financières, vos habitudes, même vos liens familiaux. Ils volent toutes ces informations, les regroupent et les vendent. Maintenant, vous pourriez essayer de retrouver tout cela vous-même. Le problème, c'est qu'il existe des centaines de ces entreprises. Vous devriez trouver chacune d'entre elles, soumettre individuellement des demandes de suppression, puis faire un suivi constant et espérer qu'ils ne vous remettent pas simplement sur leur liste plus tard. Partie 2. Les reliques. Kumjung est un petit village Sherpa situé en altitude dans la région du Khumbu, au Népal. C'est d'ailleurs la même région où les expéditions vers l'Everest préparent leur approche. Et dans son monastère, il y a une relique qui est restée derrière une vitre pendant plus de 200 ans, un objet conique en forme de demi-dôme, recouvert de poils foncés, brun roux. Les moines là-bas l'appellent un scalp de Yéti. En 1960, Edmund Hillary, tout juste après sa première ascension de l'Everest, la toute première de l'histoire d'ailleurs, est retourné dans l'Himalaya pour enquêter sur ce prétendu scalp de Yéti. Il a négocié l'autorisation d'emmener le cuir chevelu en tournée internationale à Chicago, Londres et Paris. Des scientifiques dans chaque ville l'ont examiné. Et la conclusion ? Le cuir chevelu avait probablement été fabriqué à partir de la peau d'un séraud, une antilope ressemblant à une chèvre, originaire de la région. Probablement utilisé comme chapeau cérémoniel à l'époque, puis, au fil des générations, élevé au rang de relique qu'il est aujourd'hui. C'est la réponse officielle. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Je ne vais pas vous dire que les scientifiques ont menti ici, mais je vais vous dire ce que le rapport disait réellement, parce que c'est très différent de l'idée que le cuir chevelu ait été discrédité. Marka Burns, qui a mené l'examen détaillé, a comparé la peau et les poils du scalp avec des échantillons provenant de sérows, d'ours bleus et d'ours noirs. Elle a conclu que le cuir chevelu provenait probablement d'un animal ressemblant beaucoup au séraud, mais selon ses propres mots, je cite, « il n'est certainement pas identique à celui-ci ». Elle a suggéré qu'il pourrait s'agir, je cite, d'une variété locale ou d'une race de la même espèce, ou d'une espèce différente mais étroitement apparentée. Donc, pas identique au séraud, en d'autres termes. Maintenant, réfléchissons à cela un instant, et pendant que vous y réfléchissez. Indépendamment de cet examen, l'experte en archéologie environnementale et chercheuse Mira Shackley a examiné les poils et a déclaré qu'ils étaient nettement semblables à ceux d'un singe, et que le cuir chevelu contenait des acariens parasites d'une espèce différente de ceux retrouvés sur les spécimens connus du séraud. Ce ne sont pas des arguments complotistes ici, les gars. Ce sont simplement les choses que les scientifiques qui ont examiné ce prétendu cuir chevelu de Yéti ont réellement écrites. Le cuir chevelu a finalement été rendu à Kumjung, où il se trouve encore aujourd'hui. Le moine qui l'a gardé lors de la tournée mondiale a été interrogé sur ce qu'il pensait de toutes les conclusions scientifiques. Il aurait déclaré, je cite, « Nous ne croyons pas aux girafes et aux lions au Népal, parce qu'il n'y en a pas ici. De la même manière, vous ne croyez pas aux yétis, parce que vous n'en avez pas dans votre pays. J'y ai beaucoup réfléchi, mais le scalp n'était pas le seul reste supposé de yéti à avoir été examiné. Au monastère de Pangboche, à quelques jours de marche de Kumjung, il y avait pendant des décennies une main momifiée exposée. Énorme, sombre, tannée,
Les moines la conservaient comme une relique sacrée associée au lama Sangwa Dorje, qui, selon la tradition locale, avait reçu la main d'un yéti devenu son disciple bouddhiste. C'est là que l'histoire devient étrange. D'une manière très humaine, en 1959, Peter Byrne, l'explorateur irlandais et chercheur sur le Bigfoot, engagé par le millionnaire texan du pétrole Tom Slick, s'est rendu à Pangboche. Les moines ont refusé de le laisser emporter la main, ce qui est compréhensible. Ainsi, selon ses propres dires, Byrne a élaboré un plan plutôt trompeur. Il a secrètement remplacé l'un des os du doigt par un os humain qu'il avait apporté avec lui. Ensuite, il a fait passer l'original en contrebande du Népal vers l'Inde. L'os a ensuite voyagé jusqu'à Londres, soi-disant caché dans les bagages de Gloria Stewart, l'épouse de Jimmy Stewart, qui a aidé à le faire passer à la douane de Heathrow. Il a finalement atterri dans la collection du primatologue William Osman Hill au Royal College of Surgeons. La première évaluation de William Osman Hill était qu'il semblait être de type hominidé. Dans une analyse ultérieure, il a suggéré que les fragments d'os correspondaient davantage aux néandertaliens qu'aux humains modernes. Le doigt est ensuite tombé dans l'oubli jusqu'en 2008 lorsqu'il a été redécouvert dans une boîte de rangement littéralement étiquetée « doigt du Yéti ». En 2011, des tests ADN réalisés à la Société zoologique royale d'Écosse ont confirmé que l'os était humain. Le docteur Rob Ogden a déclaré qu'il correspondait à des séquences provenant de Chine et de la région d'Asie d'où il venait. Cela pourrait sembler être la fin de l'histoire. Affaire classée. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le généticien, le docteur Brian Sykes, a ensuite analysé l'ADN mitochondrial de ce même os du doigt et a découvert que sa séquence était en fait européenne et non asiatique. Plus précisément, il a été rattaché au clan mitochondrial d'Ursula, qui est courant en Europe de l'Ouest. Alors, pourquoi cette divergence entre ces deux résultats ? Eh bien, Sykes a conclu que l'explication la plus probable était que l'ADN humain initialement trouvé par le laboratoire écossais était en réalité une contamination de Peter Byrne lui-même, qui était européen et qui avait manipulé l'os de façon intensive à main nue. Donc, ce que nous avons en réalité, c'est un os provenant d'une main momifiée dans un monastère de l'Himalaya, remplacé par un os humain par la personne qui l'a prélevé, qui a ensuite passé des décennies à être manipulé par plusieurs chercheurs avant d'être finalement testé par ADN et de donner un résultat humain contaminé. Ce que nous n'avons pas, c'est une chaîne de possession fiable. Et sans cela, le résultat, quel qu'il soit, ne prouve pas grand-chose. En 1991, l'émission télévisée Mystère non résolu a diffusé un reportage sur la main de Pangboche. Peu de temps après, la main originale a été volée au monastère. Elle n'a jamais été retrouvée. La plupart des photos de la main que je vous ai montrées dans cette vidéo sont probablement celles d'une réplique créée plus tard, après le vol. Mais cela dit, il ne fait aucun doute que la main originale a bel et bien existé. Son existence était très bien documentée. Il y a un dernier détail qui, à mon avis, rend cette histoire impossible à écarter. La taille du doigt volé. Lorsque le fragment d'os a refait surface des décennies après avoir été prélevé dans l'Himalaya, les chercheurs l'ont mesuré à environ 9 cm de long, soit environ 3,5 pouces. Pour mettre cela en perspective, les os équivalents dans le doigt d'un humain adulte moyen mesurent seulement 3 à 4 cm, soit à peine 1 à 1,5 pouces. En d'autres termes, le fragment attribué à la main du monastère mesurait environ 2 à 3 fois la longueur d'un os de doigt humain normal. Cela jette un sérieux doute sur l'idée qu'il ne s'agissait que d'un simple os de doigt humain ordinaire. Partie 3. Ce que disent réellement les Sherpas. Maintenant, je veux m'arrêter ici, parce que nous avons parlé de scientifiques occidentaux et d'expéditions occidentales qui examinent des objets retirés, parfois illégalement, de monastères himalayens. Et pendant tout ce temps, les personnes qui vivent réellement dans ces montagnes, dont les traditions ont préservé ce savoir pendant des générations, ont été traitées comme un simple décor culturel. Cela doit cesser. Les Sherpas ne sont pas des gens naïfs. Ils ont parcouru certains des terrains les plus techniquement exigeants de la planète pendant des siècles. Ils ont guidé les plus grands alpinistes de l'histoire. Quand un Sherpa vous dit ce qui vit dans ces montagnes, vous devriez écouter
et écoutez attentivement. Mais quand ils parlent, ce n'est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. En tout cas, ça ne l'était pas pour moi. Voici ce qu'ils ont dit de façon constante, et pas seulement dans un village, ni dans une seule génération, mais dans toute la région himalayenne, au Népal, au Bhoutan et au Tibet. Le Yéti n'est pas une seule chose. Il y en a plusieurs. La tradition tibétaine distingue au moins 3 variétés de Yéti. Le Nyalmo, énorme, à la fourrure noire, d'une grande férocité, mesurant peut-être 4,5 mètres de haut. Le Shuti, plus petit, mesurant peut-être 2,5 mètres de haut, occupant des altitudes plus basses, entre environ 2400 et 3000 mètres. Et le Ranchimbombo, brun roux et mesurant entre 1 et 1,5 mètres de haut. Juste un petit gars. Et d'ailleurs, ce petit gars n'apparaît pas seulement dans l'Himalaya, comme le montre clairement ce clip vidéo mystérieux du nord de la Russie, mis en ligne pour la première fois il y a 9 ans au Blyat. Oh, un élan, un élan! Un élan, Blyat. Quelle que soit cette créature, elle traverse clairement la neige. Elle ne présente aucun des signes visuels des images de synthèse, et ce n'est absolument pas un humain ni un animal connu. Notez la trace laissée par la créature lorsqu'il s'approche en voiture peu après. Le terme Sherpa Méité, souvent traduit par homme-ours, fait spécifiquement référence au type qui ressemble le plus à un humain. C'est celui qui est le plus souvent représenté dans les peintures des monastères. Fourrure orangée rouge et bipède. Apparemment, il peut attaquer les humains, et pourtant on peut raisonner avec lui ou l'éviter. Ce n'est pas juste un animal, cela est clair. Le terme népalais Bunmanchi se traduit littéralement par homme de la jungle. Pas singe de la jungle ou monstre de la jungle, mais homme de la jungle. Et puis il y a Mirka, un autre nom régional pour l'homme sauvage, auquel est associée une tradition locale. Quiconque envoie un meurtre, ce n'est pas une histoire sur un animal, c'est une histoire sur une rencontre avec quelque chose qui entraîne des conséquences. Une sorte d'avertissement, mais il ne s'agit pas seulement de légendes autochtones, ici. Les récits concernant le Yéti vont bien au-delà de cela. Le plus ancien récit occidental d'un homme sauvage dans l'Himalaya vient de Brian Houghton Hodgson en 1832, le résident britannique à la cour du Népal et un naturaliste sérieux. Il a documenté des témoignages de locaux faisant état d'une grande créature bipède couverte de poils dans la région. Il a pris cela suffisamment au sérieux pour le consigner par écrit. Aucune exagération de tabloïd, juste une note de terrain soigneuse et logique. En 1925, le photographe grec N. A. Tombadzi a décrit une rencontre dont il a été témoin. La silhouette, debout, au loin, s'arrêtant de temps en temps pour tirer sur des arbustes. Il l'a décrite comme ressemblant, je cite, exactement à un être humain. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit où il l'avait vue, il a trouvé des empreintes de pas. Il a estimé leur longueur entre 30 et 38 cm. Ça vous dit quelque chose? Vous vous rappelez les empreintes de Shipton? 33 cm. Ce que les Sherpas n'ont jamais dit dans aucun de ces récits, c'est que le Yéti n'est qu'un ours ou un singe ou même un animal mal identifié. Ce qu'ils ont toujours dit, c'est ceci. C'est physique. C'est intelligent. Il évite les humains. Et il entretient un lien avec le monde spirituel des montagnes. Pas à la place du monde physique, mais à côté de lui. Dans le bouddhisme tibétain, certains êtres sont compris comme existant à la frontière entre le matériel et le subtil. Les rakshasas, des entités puissantes parfois décrites comme des démons, ont des descriptions d'une ressemblance troublante avec celle du type de grand yéti. Les esprits protecteurs des cols et des hauts lieux sont un élément courant de la géographie spirituelle de l'Himalaya. Mais voilà le point essentiel, et j'y reviens toujours. Les Sherpas n'ont jamais eu besoin de nous pour leur dire ce qu'ils voient. Ils ont toujours su ce qui se trouvait là-haut. Ils ont conservé une connaissance précise de son comportement, de ses territoires, et des différents types de ces êtres à travers les générations et les cultures, au Népal, au Bhoutan, en Inde et au Tibet, avec une cohérence remarquable. Ce n'est pas de la mythologie, c'est un témoignage ethnographique et il mérite d'être considéré comme un élément de preuve. Mais ce n'est pas le seul élément de preuve, comme vous allez le voir.
Partie 4. Le meilleur alpiniste du monde l'a regardé droit dans les yeux. En 1986, Reinhold Messner campait seul dans l'est du Tibet. Il était déjà la première personne à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène additionnel. Il avait gravi les 14 sommets du monde de plus de 8000 mètres. Ce n'était pas un homme enclin à la fantaisie ou à l'exagération. Toute sa carrière reposait sur la précision, la crédibilité et la compétence dans des situations difficiles en utilisant son jugement. Au milieu de la nuit, quelque chose est entré dans la clairière près de son camp. Dans ses propres mots, il a dit, je cite, « Du coin de l'œil, j'ai vu la silhouette d'une figure dressée, filée entre les arbres. Elle s'est arrêtée un instant et s'est tournée vers moi. J'ai entendu un sifflement. C'était plutôt un sifflement de colère, et l'espace d'un instant, j'ai vu des yeux et des dents. Couvert de poils, il se tenait debout sur 2 jambes courtes et avait de puissants bras qui descendaient presque jusqu'à ses genoux. Alors, à quoi cela te fait-il penser? Il l'a décrit comme mesurant environ 2,10 mètres. Il a dit que l'odeur était épouvantable. Il se déplaçait avec assurance sur 2 jambes. Messner a passé la décennie suivante à enquêter sur ce qu'il avait vu, essayant de comprendre. Il a voyagé dans des monastères et des villages isolés à travers le Népal, le Bhoutan, l'Inde et le Tibet. Il a interrogé les habitants. Il a appris l'existence de la créature qu'ils appellent le Kimo, et il a finalement conclu que ce qu'il avait rencontré était un ours brun de l'Himalaya, rare et peu connu. Un animal si insaisissable que la plupart des zoologistes occidentaux n'avaient jamais vraiment documenté l'étendue de ses comportements auparavant. Mais son hypothèse de l'ours a été très mal accueillie. Il a été ridiculisé et sa crédibilité en a souffert. C'est important à noter. S'il a été ridiculisé par la communauté scientifique simplement pour avoir parlé d'un ours peu connu, comment peut-on s'attendre à ce que quelqu'un accepte une preuve, ou même un indice, de l'existence du Sasquatch ou du Yeti, d'ailleurs? Mais nous y reviendrons plus tard. Plus tard dans sa vie, Messner lui-même a exprimé des doutes quant à la théorie de l'ours. Il a écrit quelque chose qui, selon moi, mérite plus d'attention qu'il n'en a eu. Il a dit, je cite, « Bien que je n'ai pas trouvé la preuve que je cherchais, je reste convaincu que le Kimo et le Yeti étaient identiques et que tous deux étaient plus qu'un ours. » Plus qu'un ours, a-t-il dit. C'est ainsi que Reinhold Messner, l'un des plus grands alpinistes de tous les temps, a décrit ce qu'il a vu dans les montagnes. Maintenant, c'est là que je veux être prudent, car je ne vais pas critiquer injustement l'hypothèse de l'ours de Messner. Les ours existent vraiment, les ours bruns de l'Himalaya existent vraiment, et il peut y avoir des erreurs d'identification. Et sa conclusion selon laquelle la légende du Yeti est construite autour de rencontres avec une espèce d'ours rare et mal documentée, capable de se déplacer sur 2 pattes, eh bien, ce n'est pas la théorie la plus folle du monde. Mais il y a des choses que son explication ne prend pas en compte. Il décrit la créature en train de communiquer par sifflement. Les ours ne sifflent pas. Il note que la créature se déplaçait, je cite, habilement sur 2 jambes. Non pas qu'un ours effrayé se dresse parfois sur ses pattes arrière, mais une vraie démarche bipède, assurée et confiante. Il dit aussi que la créature semblait consciente d'être observée et qu'elle a fait un choix délibéré sur ce qu'elle allait faire ensuite. Pas de l'instinct. Il l'a décrit comme un choix. De plus, la tradition locale dont il s'inspirait, y compris les histoires provenant de dizaines de villages à travers 4 pays, ne parle certainement pas uniquement d'ours. Il s'agit de quelque chose qui a toujours occupé une catégorie que les Sherpas eux-mêmes considèrent comme distincte. Lorsque Reinhold Messner a interrogé les villageois à ce sujet, 2 hommes ont répondu par ce seul mot, Shemo, et l'ont prononcé. Avec une telle peur authentique que Reinhold Messner a déclaré, je cite, « Ma rencontre semblait maintenant soudainement encore plus terrifiante. » Ce n'est pas ainsi que les gens réagissent face aux ours avec lesquels ils vivent depuis des générations. Mais il s'avère que la science dominante n'était pas prête à accepter cette conclusion pourtant évidente. En fait, elle a fait des efforts remarquables pour l'éviter. Partie 5. Le problème de l'ADN. En 2014, le généticien d'Oxford, le docteur Brian Sykes, a publié ce qu'il a décrit comme la première étude systématique de l'ADN sur des échantillons attribués aux Yétis,
au Bigfoot et à d'autres primates anormaux. 57 échantillons de poils ont été reçus au total. 30 ont pu être séquencés avec succès. Le résultat principal était frappant. 2 échantillons de l'Himalaya, l'un provenant du Ladakh, en Inde, et l'autre du Bhoutan, semblaient correspondre au génome d'un ours polaire paléolithique, un ours ancien qui ne devrait pas se trouver dans l'Himalaya. Les médias s'en sont emparés. Des scientifiques découvrent l'ADN du Yéti. C'est un ours, l'affaire a été classée, et l'histoire a été oubliée au profit du prochain gros titre. Sauf que l'affaire n'était pas close. Pas du tout. Ce qui est malheureux avec Brian Sykes et l'étude d'Oxford, c'est que, dès le début, il y a eu des plaintes selon lesquelles des échantillons envoyés n'avaient jamais été accusés de réception et ensuite, ils n'ont pas été mentionnés dans l'étude. Et j'en ai envoyé, je me souviens, d'au moins 4. Parmi ceux-là, certains étaient très prometteurs. J'ai suivi toute la procédure administrative et de soumission et je les ai envoyés. Ils n'ont pas non plus été accusés de réception. 2 études de suivi distinctes, évaluées par des pairs, l'une par Edwards et Barnett en 2015 et l'autre par Gutiérrez et Pine en la même année, ont examiné la méthodologie de Sykes et ont trouvé une erreur significative. L'équipe de Sykes avait mal étiqueté un échantillon génétique provenant de GenBank. Les séquences qu'ils avaient identifiées comme appartenant à un ours polaire ancien correspondaient en réalité à un spécimen d'ours polaire moderne provenant des îles Diomède en Alaska. Lorsque l'on tient compte de la variation génétique connue au sein des populations d'ours bruns de l'Himalaya, ces séquences ne peuvent pas être distinguées de manière fiable des ours bruns de l'Himalaya ordinaires déjà documentés dans la région. Gutiérrez a clairement déclaré qu'il n'y avait aucune raison de croire que les 2 échantillons provenaient d'autre chose que d'ours bruns de l'Himalaya ordinaire. Mais il y avait aussi un problème bien plus important avec l'étude. L'équipe de Sykes n'a séquencé qu'un fragment très court de l'ARN mitochondrial 12S, une région si brève qu'elle n'a pas la résolution nécessaire pour faire le genre de distinction au niveau des espèces que l'étude revendiquait. L'analyse qui a suivi, selon les critiques, n'était pas suffisamment solide pour appuyer les conclusions. Pour être clair, je ne dis pas que Sykes a été malhonnête ici, pas exactement. C'était un véritable généticien d'Oxford, travaillant sur un problème réellement difficile avec des échantillons d'origine incertaine. L'erreur semble avoir été exactement ce qu'un critique a appelé une erreur de débutant avec une étiquette GenBank. La science était bâclée en gros, et les conclusions allaient plus loin que les données. Donc ce que je veux dire, c'est ceci. L'étude, largement présentée comme prouvant que le Yéti est un ours, n'a en réalité rien prouvé de tel. Et les échantillons les plus intéressants, les 2 anormaux de l'Himalaya, ont ensuite été écartés en utilisant une logique que d'autres scientifiques ont directement contestée. Nous n'avons toujours pas d'échantillon de Yéti avec une chaîne de traçabilité irréprochable, correctement collectée et préservée et analysée avec le séquençage moderne du génome entier. Pas encore, en tout cas. Mais ce n'est pas une preuve que le Yéti n'existe pas. Cela montre que personne n'a fait le travail correctement. Partie 6. Des observations modernes et une tendance qui persiste. Laissez-moi vous donner quelques exemples récents, car la piste du Yéti ne s'arrête pas aux années 60. En 1970, l'alpiniste britannique Don Willens explorait un site de campement près de l'Annapurna lors de l'expédition de Chris Bonington sur la face sud. Il a entendu des cris inhabituels que son guide Sherpa a immédiatement attribués à un Yéti. Cette nuit-là, il a vu une forme sombre se déplacer près du camp. Le lendemain, il a trouvé des empreintes bipèdes dans la neige. Ce soir-là, il a observé aux jumelles ce qu'il a décrit comme une créature bipède ressemblant à un singe pendant environ 20 minutes, alors qu'elle semblait chercher de la nourriture à proximité. Don Willens n'était pas un homme crédule. C'était un grimpeur dur à cuire, buveur invétéré, originaire du Lancashire et issu de la classe ouvrière de Manchester, qui n'avait aucune envie de passer pour un imbécile. En 2007, l'explorateur Joshua Gates et son équipe de Destination Truth ont trouvé une série d'empreintes dans la région de l'Everest, mesurant, vous l'aurez deviné, 33 cm de long avec 5 orteils, s'étendant sur près de 25 cm de large. Des moulages ont été réalisés et examinés par le docteur Jeff Meldrum, qui les a d'abord trouvés morphologiquement convaincants,
mais qui, après une analyse plus approfondie, s'est montré moins certain. Au Bhoutan, la croyance dans le Yéti a été suffisamment constante pour que le pays crée un parc national dédié, en partie destiné à protéger l'habitat de la créature. Ce qui me frappe le plus dans tous ces récits à travers le Népal, le Bhoutan, le Tibet et le nord-est de l'Inde, c'est la cohérence de la description principale au fil du temps et à travers des cultures radicalement différentes. Bipède, de grande taille, couvert de poils, intelligent, fuyant et associé aux régions de haute altitude. Et parfois, et c'est ce qui ne cesse de me troubler, capable de disparition apparemment impossible. Ce dernier détail, les témoins décrivent la créature disparaissant sans laisser de traces en terrain découvert. Aucune trace menant ailleurs, aucun bruit d'animal en fuite, tout simplement disparu. Dans les récits du Sasquatch du Nord-Ouest Pacifique, ce détail précis revient sans cesse. Dans les récits du Yéti, il revient également sans cesse. Dans les traditions autochtones des deux régions, ce n'est pas considéré comme étrange, mais plutôt comme normal. Les personnes qui vivent à côté de ces montagnes, ou forêts, selon la région dont on parle, connaissent parfaitement ce qui y vit, et n'ont jamais trouvé cette capacité de disparition surprenante, car ils ont toujours dit que le Yéti ou le Sasquatch, selon l'endroit où l'on se trouve, est plus qu'une simple créature physique. Partie 7. Préparez le dossier pour quelque chose de plus étrange. D'accord, faisons le point sur ce que nous avons réellement ici. Nous avons les photographies de Shipton, prises par l'un des alpinistes les plus crédibles de tous les temps, à 19 000 pieds, sur une surface de glace dure qui exclut toute déformation due à la fonte. Avec plusieurs témoins concordants, montrant des empreintes qui ne correspondent à aucun animal himalayen connu. Des traces qu'ils ont suivies sur près d'1 mile. Nous avons le scalp de Kumjung, examiné par des scientifiques qui ont conclu qu'il s'agissait d'un Serov, mais ont noté qu'il n'était certainement pas identique aux spécimens de Serov connus, et qu'il contenait des parasites qu'on ne trouve pas sur les peaux de Serov. Donc il y a là une contradiction évidente. Nous avons la main de Pangboche, un artefact momifié, avec des os 3 fois plus grands que ceux d'une main humaine, une main dont la chaîne de possession a été rompue. Cela a produit un résultat d'ADN contaminé, ce qui nous en dit plus sur la façon dont l'échantillon a été manipulé que sur son origine réelle. Nous avons Reinhold Messner, peut-être le plus grand alpiniste de l'histoire, qui décrit une créature bipède velue de 2,10 m, qui émettait des sons, sifflait et se déplaçait d'une manière incompatible avec le comportement connu des ours. Et puis, il a passé une décennie à essayer d'expliquer cette chose qu'il avait vue, en supposant qu'il s'agissait peut-être simplement d'une espèce d'ours inconnu ou peu connu, avant de finalement conclure que c'était, je cite, « plus qu'un ours ». Nous avons l'étude ADN de Sykes, largement présentée comme définitive, mais en réalité truffée d'erreurs méthodologiques, dont les conclusions les plus frappantes ont été publiquement contestées par des chercheurs de la Smithsonian Institution. Non pas que j'accorde beaucoup de crédit à ce groupe en particulier, mais c'est un sujet pour une autre fois. Sous tout cela, il existe un fil conducteur continu de témoignages indigènes de l'Himalaya s'étendant sur des siècles et plusieurs nations, décrivant de manière constante une créature physique qui entretient aussi un lien avec la dimension spirituelle des hautes montagnes. Maintenant, voici l'argument que je veux avancer, et je veux le faire avec précaution. Si ce n'était qu'une créature biologique, simplement un primate non découvert vivant en altitude, le cadre autochtone qui l'entoure serait beaucoup plus simple. On s'attendrait au genre de témoignages qu'on obtient à propos des tigres, des léopards des neiges ou de tout autre grand animal dangereux connu. Il vit ici. Il ressemble à ça. Voici comment l'éviter. Mais ce n'est pas ce qu'on obtient. Ce que vous obtenez, c'est une taxonomie de type, une distinction entre des créatures de taille, de comportement et de signification spirituelle différentes. Ce que nous obtenons, c'est que les moines de Pangboche ont gardé pendant des siècles ce qu'ils croyaient être la main d'un Yéti comme relique. Pas un trophée ou une curiosité dans une fête foraine, mais un objet sacré lié à un lama qui entretenait une relation spirituelle avec la créature. L'attribution par les Sherpas d'un type de cri précis à une créature particulière,
distingué de tous les autres sons de la montagne. Et le détail répété dans toutes les régions selon lequel une rencontre avec un Nyalmo, le plus grand type de Yéti, entraîne des conséquences spirituelles. Ce n'est pas simplement dangereux comme peut l'être un ours. Les traditions chamaniques de la région de l'Himalaya sont particulièrement intéressantes ici. L'anthropologue universitaire Eve Martin, écrivant sur le chevauchement entre la mythologie du Yéti et la pratique chamanique au Népal, documente une tradition d'initiation chamanique, liée à quelque chose appelé le Banjankri, un esprit de la forêt avec des caractéristiques physiques. Presque identiques d'ailleurs à celles du Yéti. Les chamans rapportent des rencontres, des enseignements et des enlèvements. Les expériences produisent des changements documentés chez les pratiquants spirituels. Ce ne sont pas des histoires racontées de temps en temps autour d'un feu de camp. Elles constituent l'ossature d'une tradition religieuse vivante. Maintenant, je ne vous demande pas d'accepter ce cadre sans esprit critique. Je ne l'accepte pas moi-même sans esprit critique, mais je vous demande de le remarquer. Il a été préservé avec un niveau de détail vérifiable à travers les générations, par des personnes ayant une connaissance profonde et vécue de ces montagnes. Lorsque les peuples autochtones d'Amérique du Nord décrivent des rencontres similaires avec le Sasquatch, les disparitions et la capacité apparente à échapper aux caméras thermiques, aux pièges photographiques et au pistage physique, ils utilisent un langage similaire à celui des Sherpas. Physique, mais aussi non physique, spirituel. J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer ce que j'ai rencontré sur l'île de Vancouver. Je voulais une réponse qui s'intégrait parfaitement dans le monde que je pensais comprendre. Mais je ne suis plus sûr maintenant que ce monde soit aussi complet que je le croyais autrefois. Voici où j'en suis, aussi clairement que possible. Les preuves physiques sont suffisamment réelles pour que des explorateurs et des scientifiques sérieux, y compris des alpinistes, des généticiens, des anatomistes et des pisteurs, y aient consacré toute leur carrière. Les preuves physiques sont aussi suffisamment imparfaites pour qu'aucun élément ne permette de clore définitivement l'affaire. Mais les témoignages autochtones, encore une fois, sont cohérents dans 4 pays, et même sur plusieurs siècles, et ils n'ont jamais décrit un simple animal biologique et rien de plus. Les Sherpas ne se trompaient pas sur l'apparence des ours. Ils ne voyaient pas des traces imaginaires dans la neige. Ils vivent à cette altitude. Ils connaissent ce paysage comme vous connaissez votre propre quartier. Et ils ont toujours dit que cette chose existe sur 2 plans à la fois. Alors peut-être que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas l'attraper, pas la cerner, pas obtenir un échantillon d'ADN propre, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas. Peut-être que c'est parce que nous l'avons cherchée dans une seule dimension d'un phénomène qui en occupe clairement 2. D'accord, nous avons couvert beaucoup de choses dans cet épisode, mais voici ce à quoi je reviens sans cesse. La science est très efficace pour identifier ce qu'est quelque chose, une fois que vous avez un échantillon physique, un peu de tissu ou de poils avec une chaîne de traçabilité ininterrompue. Malheureusement, nous n'avons rien de tout cela provenant de l'Himalaya. Ce n'est pas parce que personne n'a essayé, mais parce que quelque chose dans ce phénomène semble résister à ce genre de capture. Je ne vous dis pas que je sais exactement ce qu'est le Yéti. Je vous dis que la compréhension traditionnelle himalayenne, selon laquelle il est à la fois physique et quelque chose de plus, n'est pas simplement une superstition primitive. C'est une description qui a été transmise à travers des générations d'observateurs attentifs et qui n'a jamais été véritablement, correctement contredite par quiconque est réellement monté là-haut et y a passé suffisamment de temps. Les scientifiques qui cherchaient une réponse biologique simple n'en ont pas trouvé. Les alpinistes qui l'ont vu en personne n'ont pas pu le classer dans une catégorie claire, sûre et rassurante. Les études sur l'ADN ont produit des erreurs, des contaminations et des résultats non concluants. Mais les moines de Kumjong ouvrent toujours cette vitrine pour les visiteurs. Les peintures dans les monastères de Pangboche montrent toujours une grande silhouette bipède et poilue. Les Sherpas distinguent toujours les 3 types de créatures, Yétis par leur taille, leur comportement et leur signification spirituelle. Quelque chose vit assurément dans ces montagnes depuis très longtemps, et les personnes qui connaissent le mieux cette région ne l'ont jamais considéré comme un mythe.
Il me semble, les gars, que nous aurions déjà dû tirer la leçon en ce qui concerne le fait d'ignorer les traditions orales des peuples autochtones à travers le monde. Encore et encore, ils ont eu raison sur des choses dont on s'est d'abord moqué et qu'on a balayé d'un revers de main. Et je pense que le Yeti en fait partie. Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. J'accorde toujours de l'importance à vos opinions et à toute preuve supplémentaire pouvant enrichir cette discussion. Et si cette vidéo vous a plu, prenez une seconde pour liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Ces gestes aident vraiment à faire vivre la chaîne et à poursuivre ses recherches. Et cela compte énormément pour moi. Si vous voulez me soutenir davantage, pensez à vous inscrire sur mon Patreon. Pour quelques euros par mois, vous avez un contact privilégié avec moi et à des contenus inédits en coulisses que je ne publie nulle part ailleurs. Mais que vous me souteniez là-bas ou que vous continuez simplement à me soutenir ici sur YouTube en regardant mes vidéos, dans tous les cas, je suis extrêmement reconnaissant envers chacun d'entre vous. Hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.